Bonjour et bienvenue dans cette 11e vidéo de la série Python spécial Machine Learning. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment créer et initialiser des tableaux NumPy. Nous avons vu comment examiner ces tableaux, comment voir leurs dimensions, comment examiner leurs formes, et nous avons aussi vu comment manipuler ces tableaux, en assembler ensemble, redimensionner certains tableaux, etc. Maintenant, dans cette vidéo, je vous propose d'entrer au cœur même de ces tableaux NumPy. On va voir comment naviguer à l'intérieur d'un tableau en utilisant les techniques d'indexing, de slicing et de subsetting. En fait, exactement les mêmes techniques qu'on utilise pour naviguer à l'intérieur d'une liste. Sauf que naviguer dans un espace à n dimensions, c'est un petit peu plus compliqué que de naviguer dans un espace à une dimension. Vous vous en doutez. Du coup, il y a beaucoup de développeurs qui se perdent lorsqu'il s'agit de naviguer dans cet espace aussi vaste. Et la conséquence directe, c'est des bugs et des erreurs dans vos programmes de machine learning. Alors l'objectif dans cette vidéo, c'est de vous donner les bons repères pour que vous soyez complètement à l'aise lorsqu'il s'agit de vous balader à l'intérieur d'un tableau NumPy. Et croyez-moi, il y a du pain sur la planche. Alors, on perd pas de temps, c'est parti. Ok, en machine learning et en data science, on travaille le plus souvent avec des tableaux à deux dimensions. Donc des tableaux sur lesquels il y a un axe 0 qui correspond aux lignes et un axe 1 qui correspond aux colonnes. La technique pour ne jamais vous perdre lorsque vous naviguez à travers un tableau à deux dimensions ou bien à plusieurs dimensions, c'est de toujours vous déplacer sur un axe à la fois en vous rappelant que ces axes sont tous orthogonaux. C'est-à-dire que quand vous vous déplacez sur un axe à la fois, alors votre position change seulement sur cet axe, pas sur les autres. Donc la première chose qu'on peut faire pour naviguer sur un tableau, c'est comme pour les listes, ça s'appelle l'indexing. Donc on va choisir d'accéder à un élément particulier de notre tableau en indiquant un index pour cet élément. Donc dans ce cas précis, on va indiquer un index pour les lignes et un index pour les colonnes. Donc imaginons qu'on ait un tableau à deux dimensions dans lequel on a 3 lignes et 3 colonnes. Si par exemple je veux accéder à l'élément qui est à la première ligne et à la première colonne, eh bien je vais écrire A 0,0. Première ligne, première colonne. Et donc ça me donne 1. Si je veux accéder à la première ligne, deuxième colonne, je vais écrire 0,1, donc j'obtiens 2. Si je veux obtenir le nombre 5, je vais écrire 1,1. Voilà, jusque-là, tout va bien. Je pense que vous trouvez ça plutôt simple. Vous en faites pas, ça va bientôt changer. En effet, l'indexing, ça peut sembler simple, mais le slicing, ça devient vite beaucoup plus compliqué. Ça va se passer exactement comme pour les listes, c'est-à-dire qu'on va définir un index de départ, un index de fin, et optionnellement, on précisera aussi un pas, mais pas pour tout de suite. Donc si par exemple, dans mon tableau A, je veux imprimer toute la première colonne, eh bien ce que je vais faire, c'est que je vais écrire A, entre crochets, double point pour indiquer tout ce qu'il y a du début à la fin, virgule, 0, parce que je m'intéresse à l'index 0 qui est situé sur l'axe 1. Donc ça nous donne un tableau qui contient 1, 4 et 7. Si à l'inverse, je veux imprimer tous les éléments de la première ligne, alors ce que je vais faire, c'est que je vais écrire A0 pour indiquer la première ligne, et ensuite je vais écrire tous les éléments sur l'axe 1, donc ça nous donne 1, 2 et 3. Maintenant, une petite astuce à connaître, c'est que lorsqu'on veut accéder à une ligne entière, comme je viens de le faire, eh bien il suffit d'écrire le numéro de la ligne entre crochets. Pourquoi ? Parce que cette ligne étant l'axe principal, le premier axe sur lequel on travaille, c'est-à-dire l'axe 0, eh bien NumPy comprend par défaut que l'on veut accéder aux éléments qui sont sur cet axe-là en particulier. Si on veut imprimer la deuxième ligne, il nous suffit d'écrire 1. Si on veut imprimer la troisième ligne, il nous suffit d'écrire 2, etc., etc. Maintenant, si par exemple, on veut sélectionner un bloc à l'intérieur de notre tableau, eh bien, on va peut-être écrire de 0 jusqu'à 2, virgule, de 0 jusqu'à 2. Donc, on va sélectionner les deux premières lignes et les deux premières colonnes ensemble. Et du coup, ça nous donne 1, 2, 4, 5, c'est-à-dire vraiment ce bloc-là. Donc bien évidemment, quand on a accès à des données, c'est pas simplement pour les afficher. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut les modifier, on peut les mettre dans un nouveau tableau, etc., etc. Donc ce qu'on peut faire, ça s'appelle subsetting, c'est-à-dire créer un plus petit tableau à partir de notre grand tableau. Par exemple, on va créer un tableau B qui est égal à cette section du tableau A. Et du coup, B
c'est un tableau dont les dimensions sont 2,2. Et donc, comme je le disais, autre chose qu'on peut faire, c'est, vu qu'on a accès aux données qu'il y a dans A, eh bien on va pouvoir transformer A en disant que cette section-là de A est maintenant égale à, disons, 10. Donc, ça nous donne A qui ressemble à ça maintenant. On a un carré qui est égal à 10 et tout le reste c'est 3, 6, 7, 8, 9. Maintenant, petit exercice pour vous, quel est le code qu'on devrait écrire pour obtenir le subset en vert ici? Je vous laisse un instant pour réfléchir, et c'est là que vous vous dites peut-être « Ah ouais, c'est plus facile sur le papier que dans la réalité ». Cependant, rappelez-vous ce que je vous ai dit, travaillez sur un axe à la fois. Si on regarde sur l'axe 0, c'est-à-dire l'axe des lignes, on voit que sur toutes les lignes, on imprime une information, ça c'est sûr. Donc dans nos crochets, on va déjà écrire qu'on imprime toutes les lignes. Par contre, on n'imprime pas toutes les colonnes, on imprime seulement les 2 dernières colonnes. Donc là, ce qu'on pourrait faire, ça serait d'écrire qu'on imprime de la colonne 1 jusqu'à la fin, donc on pourrait écrire 1 double point, et donc on obtient 10, 3, 10, 6, 8, 9, ce qui correspond bien à cette section-là de mon tableau. Mais ce que je vous ai demandé, c'était pas d'imprimer depuis la colonne 1, c'était d'imprimer les 2 dernières colonnes. Donc là, comment on fait? Eh bien, on se rappelle de cette technique d'indexing et de slicing qui consiste à écrire -2 et qui nous permet de partir de la fin, c'est-à-dire de l'avant-dernière colonne, et d'aller jusqu'à la toute fin de notre tableau. Donc là, ça nous donne exactement le même résultat. La différence étant que si maintenant on avait un tableau plus long en termes de colonnes, eh bien on imprimerait quand même les 2 dernières colonnes et on partirait pas de la première colonne. Maintenant, on va créer un tableau B rempli de 0, et ce tableau, on va le faire de dimension 4 x 4, donc 4 lignes, 4 colonnes. Donc notre tableau, il ressemble à ceci. On va faire un pas de plus dans la difficulté avec la technique de slicing, en cherchant à remplacer le milieu de ce tableau, c'est-à-dire ces 4 éléments-là, par la valeur 1. Donc, comment faire ça? Eh bien, on va utiliser la technique de slicing avec un point de début et un point de fin. En l'occurrence, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire B, puis on va se concentrer sur les 2 premières lignes de notre tableau. Rappelez-vous, on travaille axe après axe. Donc on va imprimer de la ligne 1 jusqu'au 3, puisque le 3 est le point d'arrêt et il n'est jamais pris en compte lorsqu'on fait du slicing, rappelez-vous. Donc ça c'est pour les lignes. Maintenant pour les colonnes, on n'imprime pas sur toutes les colonnes, non, ce qu'on veut c'est également avoir accès à la colonne numéro, à l'index 1, ainsi qu'à l'index 2. Donc de la même manière, on va faire 1, double point 3, et maintenant on a accès à ces valeurs, et on va dire qu'elles sont toutes égales à 1. Donc après avoir exécuté cette ligne, si on réimprime B à l'écran, eh bien on obtient le résultat voulu. C'est super. Ça va, vous suivez toujours? Bon, alors cette fois-ci, on va créer une matrice C qui est remplie elle aussi de 0, on va dire, et qui est de dimension 5 x 5. Donc on crée un tuple dans lequel on met 5 lignes et 5 colonnes. Cette matrice, elle ressemble à ça. Et maintenant, on va faire un pas de plus dans la difficulté, encore une fois, en intégrant le pas à la technique de slicing. Donc rappelez-vous que quand on fait du slicing, on peut faire début, double point fin, double point pas. Donc, par exemple, si on veut créer le tableau suivant, dans lequel on remplit toutes les cases vertes par la valeur 1, eh bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire C, entre crochets, toutes les valeurs en sautant un pas de 2, ça c'est pour les lignes, puis sur les colonnes, donc l'axe 1, on va faire toutes les valeurs du début jusqu'à la fin en sautant un pas de 2, et tout ça c'est égal à 1. Et donc si on réimprime C à l'écran, eh bien on obtient le tableau qui est le résultat voulu. Maintenant, je vous rassure, en machine learning et en data science, on ne fait jamais du slicing avec un pas, c'est complètement inutile, et c'est pas du tout ce qu'on fait quand on traite des datasets. Simplement, je vous le montre au cas où vous tomberiez dessus, mais également pour faire travailler votre cerveau avec un petit peu de gymnastique mathématique. Bon, maintenant, revenons à une technique qui est réellement utile en machine learning et en data science. Cette technique, c'est la technique de Boolean indexing. Pour vous illustrer ça, prenons un nouveau tableau A qu'on va remplir de nombres entiers aléatoires. Donc pour ça, on va faire np.random.randint, et à l'intérieur des parenthèses, on va faire passer des nombres entre 0 et 10 dans un tableau de dimension 5 par 5. Donc ça nous donne un tableau qui ressemble à celui-ci.
Avec ce tableau, on peut faire des opérations de comparaison, comme ce qu'on faisait dans les premières vidéos, ce qui va nous donner des résultats de type boole. Si par exemple j'écris A inférieur à 5, eh bien ça me rend un tableau dans lequel j'ai comme indication tous les éléments qui sont en effet inférieurs à 5. Donc ça va être les éléments pour lesquels on a du true. Ce tableau, c'est ce qu'on appelle un masque. Et on peut s'en servir comme d'un index à l'intérieur de n'importe quel tableau NumPy qui va être de même dimension, c'est-à-dire 5 par 5. Et c'est ça qu'on appelle le Boolean indexing. Donc, par exemple, je peux réutiliser mon tableau A et dire que je vais sélectionner tous les éléments pour lesquels A est inférieur à 5, et ces éléments, je pourrais dire qu'ils sont maintenant égaux à 10. Et alors, ça nous donne le tableau A suivant, dans lequel on a tous les nombres 10 qui correspondent à l'endroit où auparavant on avait un nombre qui était inférieur à 5. Donc cette technique va être très utile en analyse de données pour convertir les valeurs d'un tableau lorsque celles-ci sont inférieures à un certain seuil ou bien supérieures à un certain seuil. On peut même tester plusieurs conditions dans le Boolean indexing. Par exemple, on peut dire les valeurs qui sont à la fois inférieures à 5 et supérieures, disons, à 2. Donc on va faire A supérieur à 2. Et évidemment, là, il va falloir redéfinir ce tableau-là, et donc on obtient ce résultat. On pourra également utiliser cette technique pour faire du traitement d'image. Donc imaginez qu'on ait un tableau assez large dans lequel les valeurs peuvent partir de 0 et aller jusqu'à 255, 0 représentant un pixel noir et 255 un pixel blanc, et qu'on ait un tableau qui fasse 1024 par 720. Donc on a là un très grand tableau qui ne nous est pas affiché en entier. Eh bien, on pourra par exemple modifier notre tableau en disant que tous les pixels qui ont déjà une luminosité assez élevée, disons que c'est les pixels qui sont supérieurs à 200, eh bien ils vont être égaux tous à 255. Et du coup, ça nous retournera un tableau un petit peu différent. Par exemple, le 252 là est transformé en 255, le 248 en 255, etc., etc. Une autre chose qu'on peut faire avec un masque, c'est de filtrer les données d'un tableau qui a la même dimension. Par exemple, on peut tout simplement retourner le tableau A pour lequel A est inférieur à 5. Et ça nous retourne un tableau suivant dans lequel, évidemment, on n'a que des nombres qui sont inférieurs à 5. Donc deux choses à dire. La première, c'est que ça détruit complètement la shape initiale de notre tableau, vu que là, on a simplement un tableau à une dimension, dans lequel, également, on a moins d'éléments que dans notre premier tableau, vu qu'on a filtré les éléments qui respectent cette condition. Tous les autres ne sont pas passés à travers le filtre et ont été rejetés. Donc cette technique, elle pourra vraiment être utile, elle aussi, si par exemple on veut traiter une image ou bien appliquer un masque par-dessus un autre tableau. Là j'ai utilisé le masque sur un tableau A, mais on pourrait très bien utiliser le masque sur un tableau B, où B c'est un tableau qu'on a initialisé avec des valeurs aléatoires qui sont elles de dimension 5 par 5, donc les mêmes dimensions que notre masque A. Donc on obtient le tableau suivant dans lequel on a différentes valeurs, mais ces valeurs ne proviennent pas de A, ces valeurs proviennent de B, et elles ont été sélectionnées grâce au Boolean indexing qui nous vient du masque de A. Maintenant, l'exercice pour cette vidéo, ça serait de prendre cette photo, zoomer légèrement dessus et appliquer un filtre comme ce qu'on a vu juste avant. Cette photo, c'est un tableau NumPy et j'ai pu la charger avec le code suivant. Donc c'est une photo qui est de base présente dans SciPy. On en parlera dans les prochaines vidéos. Si vous ne voulez pas louper ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Donc à l'intérieur de SciPy, on peut charger cette photo et puis on charge aussi Matplotlib pour pouvoir afficher cette photo. Alors, cette photo, bien sûr, donc c'est l'objet face et c'est un tableau NumPy. Donc si on voudrait le vérifier, on peut utiliser la fonction type, faire passer face dedans et on voit que on a un numpy.ndArray. Maintenant, autre chose qu'on peut faire, c'est vérifier les dimensions de cette photo. Donc de ce tableau NumPy. Donc on va faire face.shape et donc on a une shape de 768 par 1024 par 3. Donc on a là un tableau à 3 dimensions puisqu'on a les 3 couleurs rouge, vert, bleu. Alors pour simplifier cet exercice, la photo on va la charger en noir et blanc, donc on va
À l'intérieur de cette fonction qui nous permet de charger la photo, on va écrire gray égale true. Puis à l'intérieur de ImageShow, on va écrire que CMap égale plt.cm.gray. Ça c'est juste pour définir les couleurs qu'on utilise pour tracer notre graphique. Donc si maintenant on exécute ce code, notre photo est en noir et blanc et on a bien un tableau à 2 dimensions. Donc ce que je vous demande de faire avec cette photo, c'est de zoomer de 1/4 vers le milieu de cette photo. Pour faire ça, j'ai un petit indice à vous donner, ça serait d'utiliser les dimensions de la photo avec le tuple shape, d'enregistrer ces dimensions dans des variables et d'utiliser ces variables dans vos techniques de slicing pour faire certaines choses, pour zoomer de 1/4 vers le milieu de notre photo. Ensuite, ce que vous pourriez faire en bonus, ça serait d'augmenter la luminosité des pixels qui sont déjà au-dessus d'une certaine luminosité et si vous voulez également réduire la luminosité des pixels qui sont déjà très très sombres. Et pour cela, vous devez bien entendu utiliser le Boolean Indexing. Voilà, je vous souhaite bon courage pour cet exercice et comme d'habitude, je vous donnerai la réponse dans la vidéo suivante. Je vais maintenant vous donner la réponse à l'exercice de la dernière vidéo dans laquelle je vous avais demandé de créer une fonction initialisation qui retourne une matrice de dimension m fois n plus 1 avec tout à la droite de cette matrice une colonne billet, c'est-à-dire une colonne remplie de nombre 1. Donc on pourrait créer une matrice, disons x, que l'on initialise aléatoirement avec random.roundn en faisant passer les dimensions m et n. Donc à ce stade, on a une matrice x de dimension m fois n. Ensuite, il faut qu'on colle à la droite de cette matrice une colonne remplie de 1. Donc pour faire cet assemblage, on a 2 options. Soit on utilise hashstack, soit on utilise concatenate. Moi, je vais utiliser concatenate parce que c'est un petit peu plus complexe. Il faut indiquer une valeur pour les axes. Donc je vais écrire que x est égal à np.concatenate. Ensuite, dans un tuple, je vais rentrer ma matrice x avec un vecteur rempli de 1 qui a la même dimension que le nombre de lignes qu'il y a dans ma matrice x. Donc pour ça, je pourrais simplement faire passer mon argument m, mais ce que je préfère faire, c'est utiliser la shape. Donc je vais écrire np_ones, j'ouvre un tuple, et dedans je vais écrire x.shape 0,1. Donc là, j'ai réussi à créer mon vecteur rempli de 1 qui a le même nombre de lignes qu'il y a dans x. Et maintenant, il ne reste plus qu'à assembler x et ce vecteur selon un des axes sur lesquels on travaille. Donc soit l'axe 0, soit l'axe 1. Donc là, si vous avez un trou, pas de problème, vous essayez simplement les deux. Par exemple, on pourrait écrire axis égale 0, et puis retourner x. Puis ensuite, si on utiliserait notre fonction initialisation avec une matrice de dimension 3, 4, alors ça nous donne une erreur, tout simplement parce que eh bien, ce n'est pas le bon axis sur lequel on travaille. L'assemblage ne se fait pas, donc on va essayer avec l'axis 1. Et là, ça y est, on a notre tableau NumPy qui nous est retourné avec bien une colonne de 1 tout à la droite de notre tableau. Donc, je viens de vous montrer une petite astuce. Si jamais vous avez un problème pour vous rappeler quel axe est censé être l'axe 0, l'axe 1, etc., vous essayez, vous faites des petits tests et puis vous remarquerez quel est le bon résultat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez la moindre question, s'il vous plaît, laissez-la moi en commentaire. Comme vous le savez, je réponds à tous les commentaires. Si vous pensez que cette vidéo pourrait être utile à un de vos collègues ou à un ami, alors n'hésitez pas à la partager avec cette personne. Elle pourrait bien vous en être reconnaissante, croyez-moi. En attendant, si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.